commencer cette deuxième journée, nous avons l'honneur d'accueillir Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, qui fut le responsable pédagogique d'un collège expérimental de 1976 à 1986, qui a été par ailleurs rédacteur des cahiers pédagogiques, qui a été formateur et directeur à l'Institut des sciences et pratiques de l'éducation et de la formation à l'Université Lyon 2, qui a aussi participé à la création des instituts universitaires de formation des maîtres, Conseil national des programmes également, et dans son parcours professionnel, où il a toujours continué à avoir des activités universitaires, il est aujourd'hui donc vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie. Et M. Mérieux se propose d'aborder aujourd'hui la question donc, de la réussite des usages numériques en pédagogie. M. Mérieux. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci d'accueillir un néophyte pas très compétent sur les questions du e-learning, un peu maladroit sur les réseaux sociaux et pas toujours à l'aise quand il s'agit de parler technique en matière de numérique. Je vais, comme cela vient de vous être dit, vous proposer de réfléchir ensemble ce matin d'une manière un peu naïve sur la question du e-learning à travers le regard que peut apporter, on va dire, un pédagogue et qui interroge le e-learning avec probablement beaucoup de préjugés, mais qui en même temps pratique, comme c'est souvent le cas des pédagogues, une forme de candeur calculée qui permet aux auditeurs et à ceux qui l'écoutent ou l'entendent de revisiter un certain nombre de leurs convictions à la lumière de quelques évidences. Pour le pédagogue que je suis, la question du e-learning s'inscrit dans un triple champ. Le champ de l'apprentissage, et j'en parlerai relativement longuement, le champ de l'usage d'un certain nombre d'outils dans des institutions et de la manière dont ces institutions s'emparent et utilisent ces outils, l'institution universitaire par exemple dans laquelle nous sommes, et évidemment le champ sociétal, c'est-à-dire l'impact que peut avoir l'utilisation de certaines technologies et de certaines méthodes sur à la fois la construction des sujets et plus globalement le lien social que ces sujets élaborent dans leurs échanges. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui, la première réaction du pédagogue est d'être un peu étonné d'une sorte d'euphorie qui peut exister dans le champ social autour des nouvelles technologies, qui ne sont plus tellement nouvelles bien évidemment, du e-learning en particulier et du numérique en général. Un des exemples les plus caractéristiques de cette euphorie est le récent livre de Michel Serres, dont le succès éditorial est absolument considérable, et qui s'intitule, vous le connaissez tous, La Petite Poussette. Pour quelqu'un comme moi, ce livre est à la fois très intéressant dans la mesure où il développe, brièvement, ce n'est que la reprise d'une conférence effectuée à l'Académie française, mais il développe brièvement un certain nombre de principes d'utilisation des technologies du numérique et il montre à travers l'histoire comment ça peut être un fabuleux outil de libération. Mais ce livre est aussi le signe de ce que, avec beaucoup de prétention, je crois, et vous voudrez bien m'en excuser, on pourrait considérer comme une certaine naïveté, dans la mesure où il semble totalement oublier que les outils sont utilisés par des personnes, par des institutions, enrôlés par des systèmes marchands, et qui ne se développent pas dans une espèce d'éther magique qui permettrait à l'ensemble des individus d'accéder grâce à eux à une sorte de démocratie planétaire où chacun pourrait, par la mutualisation spontanée des connaissances et des compétences,
accéder à un univers de savoirs échangés et une véritable société de la connaissance. Il nous explique, vous le savez, Michel Serres, dans ce petit texte, qu'à travers la petite poussette est cet enfant qui tient son smartphone dans la main, que cette petite poussette tient, dit-il, sa tête dans sa main. Il nous explique que ceci est le prolongement d'une évolution technologique extrêmement longue, qui a commencé avec les premiers outils, le silex, qui s'est poursuivi très longtemps après avec l'imprimerie, et qui continue aujourd'hui avec le numérique, et qui consiste à externaliser en quelque sorte toute une série de fonctions qui sont des fonctions à la fois mécaniques et de communication, pour libérer notre pan cognitif de ces fonctions, nous autoriser à penser et nous mettre en quelque sorte en relation directe avec le monde et avec les autres. Michel Serres explique que la petite poussette, je le cite, tient son cerveau entre ses mains, ou en tout cas une partie de son cerveau entre ses mains, ce qui libère bien évidemment la partie créative de ce cerveau de toute une série de tâches répétitives et inutiles, et ce qui lui permet, à travers cette externalisation de ses fonctions, d'entrer en communication avec le monde et avec les autres. Cette analyse rapidement brossée par Michel Serres pose, me semble-t-il, un certain nombre de questions. Je ne reproche pas à Michel Serres de ne pas être marxiste, mais néanmoins, il faut peut-être revisiter aussi de temps en temps certains textes de notre culture, qui, même s'ils ne sont plus dans l'actualité politique, restent comme des outils d'analyse disponibles pour nous permettre de penser notre rapport aux choses. Marx analyse de manière précise ce qu'est un ouvrier et ce qu'est un prolétaire. Et dans son analyse entre l'ouvrier et le prolétaire, il montre bien que l'ouvrier n'est pas de facto un prolétaire, mais qu'il devient prolétarisé. Et que la prolétarisation de l'ouvrier, c'est le moment où, d'une certaine façon, on transfère son rapport à la machine. Il n'est plus, lui, celui qui utilise la machine, il est celui dont le système utilise la force de travail pour faire fonctionner la machine. La prolétarisation de l'ouvrier, c'est le transfert de l'intelligence de l'ouvrier sur la machine. Ce n'est plus l'ouvrier qui utilise la machine, c'est la machine qui utilise l'ouvrier. La vraie question, me semble-t-il, des usages du numérique aujourd'hui serait donc, est-ce qu'ils sont une libération ou une prolétarisation des esprits? Est-ce que nous utilisons les machines ou est-ce que les machines nous utilisent? Est-ce que nous utilisons les outils ou est-ce que les outils nous utilisent? Quand on est comme moi un spectateur un peu à la fois distancié et impliqué de l'univers administratif et politique français, je vous prie d'excuser pour ceux et celles qui ne sont pas français cette référence à l'Hexagone, on peut parfois se demander si ce ne sont pas plutôt les tableaux Excel qui utilisent les fonctionnaires que les fonctionnaires qui utilisent les tableaux Excel. On peut parfois se demander si ce n'est pas l'assujettissement à l'outil qui fait émerger ce qu'on pourrait appeler, après Gilles Deleuze, une société de contrôle où les mots d'ordre de la société traditionnelle ont simplement été remplacés par les mots de passe de la société numérique. Le passage des mots d'ordre aux mots de passe n'est pas en soi une libération. Ça peut même être un assujettissement. Et la question qui se pose pour le pédagogue que je suis, c'est donc à quelles conditions l'usage du numérique, et dans le numérique du e-learning, peut-il être aussi un outil, une manière de s'émanciper? Est-on condamné à se prolétariser ou avons-nous la possibilité d'utiliser ces outils pour nous émanciper?
Le danger que je vois pointé aujourd'hui, je le dis d'une manière forcément caricaturale et simplement pour vous réveiller ce matin, c'est une sorte de collusion idéologique qui est en train de se construire autour d'un certain nombre de lieux communs. Collusion idéologique entre une vision, somme toute très libérale du monde, selon laquelle la somme des individus constitue le collectif et la somme des intérêts individuels constitue le bien commun. Cette vision libérale est une vision traditionnelle qui n'est pas nouvelle, date de la fable de Mandeville au XVIIe siècle, vous savez, qui affirmait que les vices privés font les vertus publiques et que dès lors que chacun poursuit son intérêt, le bien commun est spontanément atteint. Vision, au fond, encore assez largement d'actualité dans les lieux communs politiques de la modernité. Cette conception libérale du monde me semble aujourd'hui entrer en relation, en conjonction avec une conception extrêmement behavioriste du sujet, conception selon laquelle les êtres ne sont que la somme de leurs comportements et doivent faire l'objet de formations ciblées sur la construction de compétences visant à leur employabilité. Cette conception behavioriste du sujet, qui elle aussi n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne, Watson c'est déjà il y a quelques années, c'est le moins qu'on puisse dire, cette conception behavioriste est perpétuellement déniée, au sens où tous les chercheurs la récusent au profit d'une conception qu'ils appellent en général constructiviste, des savoirs et des sujets, mais en réalité on s'aperçoit que dès qu'on observe les usages, cette conception behavioriste est particulièrement à l'œuvre et qu'un des signes du fait qu'elle est à l'œuvre est la frénésie évaluative qui s'empare de nos sociétés, d'une évaluation qui bien évidemment n'évalue que ce qui est à la fois visible et quantifiable, et qui donc s'interdit d'appréhender ce qui, dans les sujets, n'étant ni visible ni quantifiable, échappe au behaviorisme et à l'évaluation. Une conception libérale du monde qui entre en conjonction avec une conception behavioriste du sujet, et entre aussi en conjonction avec une conception mécanique des savoirs, dans laquelle la culture est en quelque sorte diluée dans une somme de compétences, de savoir-faire, inscrites dans des référentiels et par rapport auxquels les seules appréciations possibles relèvent d'un système qui, quoi qu'il en soit, est toujours binaire, acquis, non acquis, ou unitaire en voie d'acquisition, ce qui est finalement, pour tous ceux et toutes celles qui refusent le binaire, une espèce de refuge relativement facile, mais qui n'enlève strictement rien à l'ambiguïté de la question.